Dans la vidéo qui va suivre, je partage avec toi 7 astuces plus un bonus sur comment bien sélectionner son terrain, sa forêt pour se lancer dans l'agriculture en Afrique. J'avais fait une vidéo sur comment bien se lancer en Afrique et réussir, notamment dans l'agriculture. Et après, j'en ai fait une autre où je déconseillais aux personnes qui débutaient dans l'agriculture d'acheter des forêts. J'ai eu quelques retours de ces personnes, j'ai eu quelques retours de personnes des repreneurs de la communauté, des personnes de la communauté, des membres de la communauté, et ils voulaient en savoir plus sur la sélection du site. Parce qu'en réalité, la sélection du site, la première étape cruciale de la réussite de votre projet. Si vous vous trompez sur le site, vous allez y passer longtemps. 4 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Le personnel, vous pouvez le renouveler. Le matériel, vous pouvez le renouveler. Le site, une fois qu'il est sélectionné et que le dispositif agricole est mis en place, c'est compliqué. Voilà pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo supplémentaire pour me concentrer exclusivement, sinon spécialement sur la sélection du site agricole lorsque vous décidez de vous lancer en Afrique. Et je vous donne, après cette vidéo d'introduction, 7 astuces plus un bonus que vous pourrez utiliser pour ne pas vous tromper lorsqu'il s'agit de la sélection de votre site. Bonjour, moi c'est toujours Nyepa Joël Anani, je suis un jeune repreneur ivoirien. J'entreprends en Côte d'Ivoire, mais depuis la France, en faisant plusieurs allers-retours par an, ce que je vous conseille. Sur cette chaîne, on parle de repreneuriat, c'est-à-dire investir, rentrer et vivre au pays. Donc les 3 stades, investir depuis son lieu de résidence, bien sûr hors du pays d'origine, rentrer pour ceux qui le souhaitent ou ceux qui y vivent déjà. Donc en Afrique, je donne des astuces sur comment bien vivre en Afrique basées sur mon expérience personnelle. Si c'est une thématique qui t'intéresse, si c'est quelque chose qui t'intéresse de faire, si tu as des personnes autour de toi qui souhaitent le faire, je te conseille de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos du vendredi. J'en poste aussi des fois des mercredis et je fais souvent des lives aussi de repreneurs comme moi qui donnent leur expérience. Donc pour ne pas rater tout ça, tu t'abonnes à la chaîne, tu actives la cloche de notification et tu es informé dès qu'il y a quelque chose de nouveau sur la chaîne. Ensuite, tu peux descendre en barre de description. Tu peux me mettre des commentaires, partager avec moi ton expérience, tes échecs, tes réussites, parce que c'est ce que je fais. Me donner également des idées de vidéos que tu aimerais que j'aborde sur différents sujets par rapport à mon expertise. Ou si tu aimerais que je puisse inviter des personnes, des professionnels qui puissent venir nous enrichir avec leur expertise sur la chaîne et qui sera bénéfique à la communauté des repreneurs. La troisième chose, c'est un livre que j'ai écrit, 10 astuces pour bien investir, rentrer et vivre au pays, que je souhaiterais t'offrir en cadeau de bienvenue si tu es nouveau sur cette chaîne. Alors, en introduction de cette vidéo, je voudrais rappeler une chose dans laquelle je crois fondamentalement, c'est qu'il faut éviter d'acheter son terrain, d'acheter le terrain sur lequel on compte déployer son expertise, sur laquelle on compte déployer son exploitation, sur laquelle on compte travailler. Moi, personnellement, j'entends des gens qui achètent ou qui recommandent d'acheter la parcelle. Moi, je déconseille d'acheter la parcelle dans un début et je vais vous expliquer dans les détails pourquoi et vous verrez par vous-même si c'est opportun ou pas. La première raison pour laquelle je déconseille d'acheter la parcelle de forêt pour son exploitation, je précise dans les débuts, c'est par rapport aux conflits familiaux. Voyez-vous, en Afrique, une terre, une forêt appartient à toute une famille, souvent tout un village. Et il est commun, il est fréquent de voir des personnes qui achètent des terrains avec une famille, qui achètent des parcelles avec une famille, avec un village, et qui se retrouvent
mêlé à des conflits à l'intérieur de la famille, à l'intérieur du village. Sauf que vous, une fois que vous avez déjà payé, vous vous retrouvez impliqué dans ce conflit qui en réalité n'est même pas votre problème. C'est-à-dire que vous avez un village, vous avez une famille, vous avez votre propre village, votre propre famille, mais vous vous retrouvez impliqué dans un conflit d'une autre famille, d'un autre village, parce que vous y avez acheté la forêt, soit avec un fils rebelle qui a vendu la forêt sans avoir l'aval de la famille, du village ou même de ses frères, soit vous avez quelqu'un qui va vendre la forêt, mais en réalité la forêt ne lui appartient même pas. Non seulement elle ne lui appartient pas, mais elle n'appartient même pas ni à sa famille, ni au village. Alors dans le meilleur des cas, la terre peut appartenir au village, mais dans tous les cas, cette personne qui vous vend la forêt n'a pas la légitimité de vous la vendre. Sauf que vous avez déjà payé et vous vous retrouvez dans ce conflit-là. Je connais une personne, donc un jeune comme moi, lorsque je me lançais dans l'agriculture en Afrique, qui à peine avoir signé tous les papiers, avoir payé avec un monsieur, donc un monsieur d'un certain âge, ce monsieur par la suite est décédé. J'en parle dans une autre de mes vidéos. Et le fils a carrément déchiré, a carrément dénié la vente de cette forêt. Pourtant, il était présent lorsque la vente se faisait, il était présent dans le comité lorsque la vente se faisait. Voilà, donc voilà pourquoi moi je déconseille dans un premier temps en tout cas d'acheter les forêts pour se lancer dans l'agriculture. L'autre problème, c'est des problèmes administratifs. En milieu rural, il est rare de voir une parcelle, une forêt qui ait des documents administratifs comme on peut le voir en milieu rural à travers les terrains constructibles. Ce sont des forêts dont les propriétaires connaissent vaguement la superficie, l'étendue, et ils vont vous l'indiquer tout aussi vaguement où le terrain commence et où le terrain finit. Donc vous êtes un opérateur économique, vous venez pour implanter une exploitation qui se veut rentable à long terme. Vous avez besoin de savoir où le terrain commence, où le terrain se termine pour éviter de rentrer en conflit avec d'autres propriétaires qui seraient à côté. On a des personnes comme ça qui achètent une forêt, qui commencent à exploiter, donc avec toutes les dépenses que ça peut entraîner, et qui se rendent compte qu'ils sont rentrés dans la parcelle d'une autre personne, et rien que ça peut faire l'objet d'un conflit. Bien sûr, ça dépend de la superficie qui a été utilisée en dehors de la parcelle autorisée, mais moi je préfère qu'une parcelle ait une identité, des documents qui lui soient établis, de sorte à ce que je puisse connaître exactement sa superficie. Aujourd'hui, le ministère de l'Agriculture a entrepris une idée vraiment géniale, vraiment révolutionnaire, qui permet de pouvoir, à travers un GPS, localiser, donc identifier, géolocaliser la parcelle et pouvoir faire des papiers. Alors, je déconseille d'acheter des forêts parce que la plupart du temps, il n'y a pas de documents. Mais si vous tombez sur une forêt de 3, 4, 5, 6 hectares où le propriétaire a la capacité de vous donner le papier, de vous donner les documents avec la circonscription précise de cette forêt, vous pouvez vous engager parce que là au moins c'est plus sérieux. Vous pouvez vous engager sur cette parcelle 5, 10, 15, 20 ans, vous êtes sûr de ne pas être dérangé. Mais les terrains, les parcelles qui se montrent à l'œil ou à bout de doigt ou d'un arbre à un autre, en tout cas je déconseille d'acheter ces forêts de façon précise. L'autre chose aussi, donc le troisième point dans la première astuce, c'est la fertilité du sol. Lorsque vous voulez débuter sur une parcelle, vous n'avez aucune idée sur la fertilité des sols, sur le niveau de bactéries qu'il y a dans ce sol. Comment envisager d'acheter une forêt où vous allez déployer votre expertise, mettre votre exploitation, dépenser beaucoup d'argent et vous rendre compte par la suite que le niveau de fertilité est beaucoup trop bas. C'est-à-dire que c'est un terrain qui a été beaucoup trop utilisé et qui n'est plus fertile en fait au bout d'un moment. Effectivement, parce que lorsqu'on utilise une forêt, en général, il faut la laisser se reposer. On parle de jachère. Donc il faut la laisser se reposer en jachère peut-être 1, 2 ou 3 ans, de sorte que la population végétale se refasse, de sorte que les sols se refassent, donc redeviennent riches, avant de pouvoir l'utiliser. Mais des fois, vous arrivez dans un endroit où la forêt a déjà été utilisée et vous allez l'acheter. Sinon, vous allez vous l'approprier
Et puis, vous vous rendez compte après 1, 2, 3 ans que le niveau de rendement, même bien avant, le niveau de rendement n'est pas au rendez-vous et vous êtes déçu. Sauf que vous l'avez déjà acheté cette forêt. Vous êtes obligé de continuer à l'exploiter. Voilà, donc il y a le niveau de fertilité du sol et les maladies aussi qui vont être dans le sol. Alors je suis d'accord qu'un sol s'amende. Donc un sol qui est pauvre, il peut s'amender, mais il s'amende avec de l'argent. Vaut mieux partir sur une terre qui est déjà naturellement riche, et c'est ce qu'on attend d'une terre, c'est quoi? C'est qu'elle soit naturellement riche. Ça va éviter que vous soyez obligé d'investir encore de l'argent pour fertiliser ce sol-là. Voilà, donc il faut éviter d'acheter des forêts pour cette simple raison. Pour moi c'est carrément capital. Voilà, donc l'idée c'est d'abord de passer par la location, de voir le niveau de fertilité, de voir qu'il n'y ait vraiment pas de problème au niveau de la famille, au niveau administratif. Et par la suite, une fois que vous êtes bien installé et que ça marche bien pour vous, vous pouvez peut-être passer, réfléchir, discuter pour une solution d'achat. Donc quand je dis que je déconseille l'achat, c'est vraiment dans un début. Ensuite, l'autre problème, donc le petit 4 dans l'astuce 1, c'est l'eau. Je vous ai dit dans une autre vidéo, je vous invite à aller la regarder, c'est sur l'agriculture également, comment bien se lancer et réussir dans l'agriculture en Afrique, c'est la qualité et la disponibilité de l'eau. Si vous avez suivi mes autres vidéos, vous savez qu'il faut éviter des eaux qui soient trop salées. Donc par exemple la mer, qui est la référence en termes d'eau salée. L'autre chose qu'il faut éviter, c'est de l'eau qui stagne. Il faut éviter les eaux qui stagnent. Les eaux qui stagnent vont garder la saleté sur place et cette eau-là ne sera pas d'une bonne qualité pour vos plantes. Il faut vraiment considérer la plante comme un être vivant. Donc l'eau que vous ne pouvez pas boire, vous devez comprendre que les plantes qui sont des êtres vivants ne vont pas non plus la consommer. Une plante qui reçoit de l'eau qui n'est pas potable, qui n'est pas agréable, qui n'est pas consommable, croyez-moi sur parole qu'elle va même pas la consommer, elle va la laisser se lessiver, elle va la laisser drainer, elle va pas récupérer ce dont elle a besoin pour pouvoir croître. De toute façon, une eau qui est sale, je ne pense pas qu'elle puisse apporter grand chose à une plante. Donc bien sûr, c'est pas obligé que ce soit une eau potable, mais il faut qu'elle soit quand même propre. Voilà. Donc il y a la qualité de l'eau. Il y a aussi le pH de l'eau. Donc, il ne faut pas que ça soit une eau qui soit trop acide, trop basique. Donc, chaque plante a besoin d'un niveau de pH précis. Toutes ces informations, vous pouvez les avoir à travers une analyse poussée de sol et d'eau dans des laboratoires à Abidjan. Éventuellement, rapprochez-vous de AgroLight Group, qui est ma structure d'agriculture urbaine en Côte d'Ivoire. Nous pouvons vous faire des analyses, vous conseiller et vous accompagner là-dessus. Donc, si vous n'avez pas le niveau, si vous n'avez pas la qualité de l'eau, si l'eau n'est pas potable, si le pH n'est pas bon, si votre eau est sale parce qu'elle ne ruisselle pas, vous ne pouvez pas acheter une forêt et vous rendre compte de ces faits-là par la suite. Vous serez déjà condamné puisque vous avez acheté. Après, ce que vous pourrez faire, c'est aller acheter un autre terrain ailleurs ou cette fois-ci, écoutez mon conseil et aller louer une terre ailleurs qui respecte ces critères-là et que vous puissiez utiliser par la suite. Cinquièmement, donc petit 5 dans l'astuce 1, c'est la main-d'œuvre. En 2016, lorsque je décide de me lancer dans l'agriculture, 2015-2016, je pars sur une forêt sur la route de Yamoussoukro et donc je prends 3 espaces à différents endroits et je lance mon agriculture. Je fais poivron, gombo et piment. Puis par la suite, j'ai eu à faire du maïs, du riz et puis j'ai fini par du manioc. J'ai fait aussi de l'haricot vert. Et je me rends compte que à chaque fois, c'était un parcours du combattant. À chaque fois, c'était une bataille pour avoir des personnes pour venir faire les semis, pour venir désherber entre les plants. Un plant qui est en pleine croissance, s'il y a des herbes inutiles pour vous, bien sûr, puisque tout est utile dans la nature, inutiles pour vous, qui poussent entre les lignes, il y a un combat au niveau des nutriments qui se passe. C'est un combat qui est subtil, vous ne pouvez pas voir. Donc ces plantes-là vont rentrer en concurrence au niveau des nutriments avec vos plants dont vous avez besoin et vous allez voir que le rendement va chuter. Donc il faut que le champ soit toujours propre. Donc pendant les semis, pendant les désherbages, pendant les récoltes, c'était super compliqué d'avoir de la main-d'œuvre pour pouvoir faire ce travail-là.
vous comprenez que sur, par exemple, 1 hectare ou 2 hectares qui sont l'équivalent d'un terrain de football ou de 2 terrains de football, si vous avez 3 manœuvres, c'est compliqué de désherber à cette dimension, sur cette exploitation. Voilà. Donc, du coup, ce que vous allez faire, donc ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait, par exemple, 2 lignes aujourd'hui, 2 lignes 2 jours après, 2 lignes 3 jours après. Donc, en fait, il nous fallait 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois pour désherber. Ce qui est compliqué. L'idéal, lorsqu'on est dans une zone où il y a de la main-d'œuvre, c'est de prendre 10 à 15 jeunes. Il y en a, chacun prend une ligne. En 1 heure, 2 heures, 3 heures, on n'en parle plus. Demain, on peut passer à une autre tâche. Voilà. Donc, voici les raisons pour lesquelles je déconseille, donc, dans un premier temps, d'acheter un terrain, d'acheter une parcelle pour vous lancer dans l'agriculture. La première astuce, c'est de choisir un terrain qui soit accessible. Une parcelle qui soit facilement accessible. Accessible pour vous-même lorsque vous allez visiter votre exploitation, lorsque vous allez faire des contrôles éventuellement, peut-être tous les samedis ou tous les mois, ou quand vous y allez travailler si c'est vous-même qui y travaillez. Mais aussi facile pour vos travailleurs, la main-d'œuvre, les personnes qui vont accéder à votre champ pour pouvoir vous aider de façon périodique. Si l'accessibilité est compliquée, vous allez vous rendre compte que dans une zone donnée où il y a plusieurs exploitations et plusieurs main-d'œuvre disponibles, les personnes qui sont censées venir vous aider vont préférer les sites qui sont plus faciles d'accès pour pouvoir revendre leur main-d'œuvre. Évidemment, personne n'a envie de marcher 3, 4, 5, 10 km pour aller travailler dans un champ, sachant que c'est déjà suffisamment difficile d'être dans les activités champêtres. Voilà. Mais la raison particulière pour laquelle il est important de choisir un site qui soit vraiment accessible, c'est pour l'écoulement des produits, l'écoulement de la récolte, la vente bord-champ, par exemple. Si vous finissez d'avoir, par exemple, un cycle de 45 jours ou de 3 mois, si votre champ est inaccessible, vous allez avoir tendance à conserver les récoltes avant de pouvoir les faire sortir. Donc forcément, quand vos produits arrivent sur le marché, ils sont moins frais et leur durée de conservation diminue parce que les produits ont déjà été stockés sur votre exploitation parce que vous ne pouvez pas faire sortir votre récolte au fur et à mesure que vous effectuez la récolte parce que l'inaccessibilité, sinon la difficulté d'accès ou d'en sortir, fait que vous êtes obligé de conserver les récoltes et de les faire sortir en un coup. Donc à ça, après, c'est compréhensible de fonctionner ainsi. Mais si vous choisissez un terrain qui est facilement accessible, vous pouvez faire sortir votre récolte tous les jours, tous les 2 jours. Normalement, les récoltes, c'est tous les 2 à 3 jours. Donc, dès qu'une récolte est effectuée, vous pouvez faire sortir cette récolte pour aller la commercialiser automatiquement. Après aussi, il y a la vente bord-champ. C'est le camion d'une entité, le camion d'un particulier, d'un restaurant qui va venir à votre exploitation pour acheter vos produits. Donc là aussi, il faut que le terrain soit accessible pour les petites voitures, pour les tricycles, donc les motos à 3 roues, qui peuvent être des clients que vous pouvez trouver localement, qui peuvent vous permettre de commencer à écouler votre récolte ou d'écouler les fins de récolte. Donc les tricycles, les motos, en général, ceux-ci n'ont pas trop de difficultés à se frayer un chemin. Mais les petites voitures, les camions, voilà, les Kia, donc qui sont des gros camions, doivent pouvoir aussi accéder à votre champ de façon plus pratique, plus facile. Donc éviter les pistes sinueuses, éviter les pistes en pente, éviter les pistes qui sont marécageuses sur l'accès, sur le chemin de votre plantation, de votre parcelle. Voilà, donc la première astuce, c'est vraiment faire attention à l'accessibilité. Lorsque nous avons acheté une petite fourgonnette dans le cadre de nos activités avec AgroLight Group, de mes activités avec AgroLight Group, agriculture urbaine biologique enregistrée à Abidjan, nous avons acheté une petite camionnette et nous avions mis une annonce sur Facebook qui disait que nous étions prêts à venir acheter des récoltes bord-champ autour de 50 km d'Abidjan. Peu de temps après, on a été obligé d'agrandir ce périmètre à 100 km autour d'Abidjan. Et il y a des personnes même qui nous contactaient à l'intérieur du pays pour nous demander à quand on mettait nous un service pour ceux qui sont à l'intérieur du pays.
pour vous dire le besoin qu'il y a de pouvoir faire sortir sa production. Alors que ces personnes n'ont pas forcément un problème d'accessibilité, mais le fait même d'être hors d'Abidjan, où en général tout s'y passe malheureusement, le fait d'être hors d'Abidjan, le fait d'être éloigné d'Abidjan, le fait même d'être éloigné d'un marché potentiel, fait que vous êtes un peu, on va dire, à la guet, vous êtes un peu victime de toute personne qui voudra bien venir vous proposer d'acheter vos produits. En général, ce n'est pas là où vous êtes en position de force pour négocier des bons prix. Donc, en général, vous allez vendre parce que vous avez peur de perdre votre récolte. Voilà, donc l'accessibilité du champ, c'est vraiment capital, c'est vraiment une chose à ne pas du tout négligé. Moi, j'ai déjà échoué comme ça, comme je vous disais tantôt, dans la culture du manioc, où ça me coûtait beaucoup plus cher de prendre des femmes pour venir déjà déterrer le manioc. Donc ça, c'est normal. Mais ça me coûtait plus cher de payer des jeunes, de prendre des jeunes qui vont charger le manioc donc sur la tête pour acheminer ce manioc-là au bord de la route afin de pouvoir charger les camions. Rien que ce transport au bord de la route, ça me coûtait beaucoup plus cher que la vente même du manioc. J'ai dû revendre une partie localement et puis l'autre partie, j'ai été laissé carrément à l'abandon parce que ça m'aurait fait perdre de l'argent de continuer à faire cette récolte. Donc ça, c'est un exemple pratique. Lorsque on a du mal à se positionner, lorsqu'on a du mal à faire les bons choix. Moi, j'ai pas vraiment eu de chaînes YouTube qui m'ont aidé à me lancer en Afrique. J'ai pas vraiment eu de coach qui m'a aidé à me lancer en Afrique. On va dire que moi, je suis parti moi-même avec les connaissances que j'avais, avec la formation que j'avais, et je vous assure que j'en ai mangé des non-mûrs. Voilà, j'en ai mangé des non-mûrs, mais énormément de non-mûrs. Donc pour vous dire que voilà, les astuces que je vous donne, c'est vraiment mes erreurs que je vous donne et j'essaie de vous accompagner pour voir comment les éviter et puis éventuellement faire autrement et réussir mieux que moi, pourquoi pas. La deuxième astuce, c'est de choisir un terrain qui est le plus plat possible. Une parcelle, une forêt qui est la plus plate possible. Pourquoi? Parce qu'en agriculture, il y a ce qu'on appelle le lessivage des sols. Le lessivage des sols, c'est lorsque on a un terrain qui est en pente, donc plus ou moins accentué, et que par les pluies, les nutriments sont lessivés depuis la partie supérieure du terrain jusqu'à la partie inférieure. Lorsque vous avez un terrain même qui est légèrement en pente, vous ferez la remarque que le côté, donc l'endroit le plus bas de votre parcelle réussit mieux au niveau en termes de rendement. Pourquoi? Parce que par le processus du lessivage, donc concrètement, la pluie tombe sur le sommet le plus haut et va ruisseler pour se retrouver au sommet le plus bas. Donc, va lessiver le sol de sorte à ce que, avec le temps, peu à peu, les nutriments vont se retrouver sur la partie la plus basse et vous allez voir que la fertilité du sol va être plus élevée au niveau le plus bas qu'au sommet, qu'en hauteur, si vous voulez. Voilà, donc ça s'appelle le lessivage des sols. Lorsque votre terrain est plat, c'est mieux. Lorsque le terrain a un dénivelé, peut-être à la limite 5-10% maximum. En tout cas, on peut envisager un terrain qui est peut-être cette pente-là, mais pas plus que ça. Voilà. Après, il y a une technique qui permet, donc là c'est un bonus avant le bonus de la fin de vidéo, il y a une technique qui permet de pouvoir éviter, sinon diminuer le lessivage des sols, c'est de faire des pentes, donc des billons, qui soient perpendiculaires à la pente. Il y a des exploitations où on nous appelle par exemple en redressement, donc des exploitations qui sont en échec où le promoteur ne réussit pas comme il le souhaiterait. Et lorsqu'on fait notre analyse pour fournir un bilan, il y a par exemple des personnes qui sur des terrains en pente font des billons dans le sens de la pente. Évidemment, ça ne va pas aider parce que ce qu'il faut, c'est de faire des billons perpendiculaires à la pente de sorte à retenir l'eau. Déjà pour que les plants qui sont sur les billons puissent se servir avant que l'eau
ne s'évacue ou ne s'évapore donc dans le sol. Et en plus, ça évite que le sol, que la parcelle soit lessivée, puisque l'eau est retenue par les billons. Les billons, ce sont des sortes de buttes, mais en long. On parle souvent aussi de planches de culture. Lorsque vous faites des planches de culture perpendiculairement à la pente, l'eau va être retenue à tous les niveaux et non seulement les plants vont pouvoir se servir, et de deux, ça va diminuer, altérer, sinon peut-être annuler le lessivage du sol. Donc, il y a toujours une possibilité de rattraper si votre terrain est déjà en pente. Si par exemple, vous avez déjà acheté la parcelle et que la parcelle est déjà en pente, vous pouvez faire des billons perpendiculaires. Si vous avez fait des billons dans le sens de la pente, bon, vous devez rattraper parce que de toute façon, il n'y a pas d'autre alternative à ça. Vous devez rattraper et faire des billons perpendiculaires. Mais je suppose, et j'espère que ce n'est pas encore le cas, j'espère pour vous, je vous souhaite de prendre un terrain qui soit le plus plat possible. S'il est légèrement en pente, ce n'est pas très grave, mais il faut qu'il soit le plus plat possible pour éviter, limiter le lessivage de vos sols et avoir un rendement qui soit supérieur en fin de pente, donc au plus bas, et inférieur au plus haut. L'idée, c'est qu'on ait le même rendu de façon uniforme partout, évidemment. L'autre chose, c'est le système d'irrigation. Si vous partez sur de l'agriculture moderne, donc qui n'est pas tributaire de la pluie, vous partez sur un système d'irrigation goutte à goutte avec un étang à proximité, avec des fûts qui sont mis en hauteur et par effet de gravitation va arroser votre champ tout simplement en ouvrant ou en fermant les vannes. Donc ça, c'est l'agriculture moderne qui permet de produire en toute saison et principalement en contre-saison quand il ne pleut pas du tout et là où les denrées sont beaucoup plus onéreuses, beaucoup plus chères, ont plus de valeur sur le marché. C'est le meilleur moment pour produire. Pour ça, il faut avoir un système d'irrigation. Si vous installez le système d'irrigation et que votre terrain est en pente, non seulement, en général, on va mettre le fût au niveau le plus haut du terrain. Donc, si votre terrain est plat, on pourra le mettre n'importe où, principalement à côté de l'étang. Si votre terrain est en pente, on aura tendance à le mettre tout en haut. Parce que, évidemment, si vous mettez le fût en hauteur, en bas, il y aura un problème de gravité. L'eau ne va pas monter. Donc, on le met au sommet le plus haut. Quand on met le fût au niveau le plus haut, forcément, l'eau a tendance à descendre en bout de rampe. Voilà. Donc, pour schématiser un peu, vous avez votre terrain qui est en pente, vous avez votre fût donc, qui est mis sur une grande table, peut-être en général à 2 mètres, 2 mètres 50 pour avoir une bonne pression quand l'eau descend. Si vous avez les rampes qui sont descendantes, l'eau va avoir tendance à aller se mettre en bout de rampe. C'est un peu évident. Voilà. Et donc, du coup, les plants qui sont encore une fois en bas, donc, vont avoir beaucoup plus d'eau, sinon seront même en surplus, pendant que les plants qui sont sur le côté haut auront moins de pente. Donc en général, pour que le système d'irrigation fonctionne bien, il est mieux d'avoir un terrain le plus plat possible ou légèrement en pente, mais pas énormément. C'est la raison pour laquelle je vous donne cette astuce de choisir un terrain qui soit le plus plat possible. Après, c'est pas évident lorsqu'on a une forêt, lorsqu'on va louer une parcelle, on n'a pas la vue sur toute la parcelle. Mais en général, les zones sont assez identiques. Quand vous arrivez dans une zone, vous pouvez déjà voir un peu les différents reliefs qu'il y a dans cette zone. Vous êtes presque sûr que ça va se répéter à différents endroits. Rien ne vous empêche, si vous louez par exemple 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares, qui sont l'équivalent d'un terrain de football, donc 1 hectare l'équivalent d'un terrain de football, il est facile d'en faire le tour. De toute façon, si vous devez vous engager à un endroit pour 5, 10, 15, 20 ans, vous pouvez perdre 3 heures ou 2 heures à sillonner, à parcourir les différents hectares que vous voulez louer pour être sûr que ça convient à ce que vous voulez faire. La troisième astuce, c'est de prendre une parcelle, une forêt qui ait une accessibilité à l'eau qui ruisselle, à de l'eau non salée, à de l'eau pas forcément potable, mais propre, et qui soit le plus proche possible de votre exploitation. Évitez de chercher une forêt et d'apprécier la quantité d'eau en période de pluie. Nous, on a déjà fait des visites de prospection dans des zones où il y avait de l'eau. Les gens ont lancé leur exploitation et puis en période de sécheresse, donc en période sèche, il n'y avait plus d'eau. Lorsque vous vous intéressez à une parcelle, la première chose qu'il faut demander, c'est l'accès à l'eau.
Avant même de demander l'accessibilité, de vérifier l'accessibilité, avant même de regarder si le sol est plat ou pas, il faut déjà vérifier la disponibilité d'eau. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Ni vie humaine, ni vie animale, ni vie végétale. Il n'y a rien sans eau. Voilà. Notamment si vous comptez vous lancer dans de l'agriculture moderne avec système d'irrigation éventuellement goutte à goutte, mais après il y a aspersion, il y a différents dispositifs en fonction de votre budget et en fonction de votre objectif en termes de rendement. Moi je préconise en général le goutte à goutte qui est adaptable à presque toutes les cultures. Il faut vous assurer qu'il y ait de l'eau pas très loin. Si vous n'avez pas d'eau tout près de l'exploitation, il y a une condition pour qu'on puisse trouver l'eau facilement en faisant un puits ou un forage, donc assez rapidement, donc sans trop creuser. C'est en général, on dit que la source d'eau intarissable soit à moins de 100 mètres de l'exploitation. Donc quand bien même vous arrivez dans une zone en période de pluie et qu'il y a une abondance en eau dans un cours, donc bien sûr, je vous ai dit qui ruisselle, pas l'eau qui stagne, parce que l'eau qui stagne a tendance à garder toutes les impuretés au même endroit. Alors que l'eau qui ruisselle, en général, elle part avec toutes ces saletés. Éventuellement, j'espère pour vous que vous n'êtes pas en bout de ce fleuve-là, de cette eau-là, parce que justement, c'est là-bas que vont aller se déposer toutes les saletés. Donc, on va supposer que vous êtes en milieu ou bien vous êtes en début. Donc, automatiquement, il y a la saleté qui va partir. Donc, ce qui serait intéressant pour vous, c'est d'avoir une eau qui ruisselle et qui soit près, le plus près possible de votre exploitation. Peut-être 20, 30, 40, 50. Pas trop près non plus, parce qu'on a eu des endroits où il a tellement plu que l'eau maintenant est venue inonder le champ. Voilà, donc il faut une eau aussi qui soit bien dans son creux et qui ruisselle. Donc forcément, quand il y a un surplus, ça va continuer à ruisseler et ça va continuer son chemin jusqu'à aller se déverser peut-être dans la mer ou la lagune. Donc il faut une eau qui soit près de votre exploitation et qui ne tarisse pas en saison sèche. Si jamais elle tarit, il y a une possibilité, c'est-à-dire qu'il faut vous assurer que cette eau-là ne soit pas trop loin, de sorte à ce qu'on puisse avoir un puits. Donc nous, lorsqu'on fait une visite de prospection, on fait des recommandations dans un rapport où on préconise un puits toujours dans l'exploitation, de sorte à ce que même si l'eau venait à tarir, on aura toujours accès soit à la nappe, soit à de l'eau qui soit dans des puits et qui puisse être conservée le temps qu'on puisse avoir des pluies, par exemple, qui vont remplir le bassin ou la rivière ou le lac, par exemple. Voilà, donc c'est l'accès à l'eau. Dès que quelqu'un vous dit « j'ai une exploitation, j'ai une forêt, j'ai une parcelle à louer », c'est de lui poser la question de savoir est-ce qu'il y a de l'eau. En Côte d'Ivoire, il y a le Bandama, il y a le Komoé, il y a pas mal d'eau un peu partout. Ceux qui connaissent bien la Côte d'Ivoire à partir du centre-nord pour monter, donc tout ce qui est Boaké, tout ce qui est Toumoudi, tout ce qui est Yamoussoukro, toute cette zone-là, c'est une zone vraiment qui est vraiment propice. Bassal, Jacquesville, ce sont des eaux qui sont vraiment propice à l'agriculture parce que toujours la lagune, il y a toujours un lac qui est intéressable. Il y a aussi Azagué, nous usée par les agriculteurs parce qu'elle est très riche, elle est propre, l'eau est potable et elle vous permet de pouvoir faire une bonne agriculture. Donc la troisième astuce, c'est l'accès à de l'eau qui ruisselle, qui est potable, qui ne tarit pas et qui soit le plus proche de votre exploitation possible. La quatrième astuce, c'est d'éviter d'utiliser une parcelle qui a déjà été utilisée par quelqu'un d'autre sur une autre culture. Quand vous prenez par exemple l'EVA, évitez, si on vous dit qu'une parcelle a déjà servi à l'EVA, il ne faut même pas y penser. L'EVA a la tendance d'avoir des racines qui vont à l'horizontale plutôt que d'aller verticalement. Donc même quand vous vous retrouvez à côté d'un champ d'EVA, comptez sur l'EVA pour venir récupérer les nutriments qu'il y a autour plutôt que d'aller les chercher en profondeur. L'EVA en général gâte les sols et malheureusement nos parents se sont laissés convaincre par le fait de cultiver l'EVA et aujourd'hui l'EVA a presque pris partout. Bon, la chute des prix a emmené une prise de conscience, donc ça a baissé un peu, mais évitez de prendre des parcelles qui ont déjà servi. Moi en général ce que je recommande c'est de partir à partir d'une forêt. Vous êtes débutant, vous débutez dans l'activité, vous avez un capital à investir, mettez le maximum de chances de côté. Lorsque vous partez d'une forêt, vous avez différentes plantes, différents arbres, différents arbustes qui ont poussé, la nature s'est développée, la terre est très riche, vous abattez ces arbres-là et vous pouvez utiliser la parcelle en toute quiétude. Après, il y a ce qu'on appelle les jachères. Les jachères, ce sont des plantations, des exploitations qui ont servi
et qui ont été abandonnés ou qui ont été laissés pour récupération, pour refertilisation, peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, vous pouvez vous intéresser à ces jachères-là. Mais en général, moi, ma première recommandation, c'est de partir d'une forêt que vous abattez. Donc vous abattez les arbres, vous défrichez, vous récupérez, donc un autre bonus, vous récupérez les arbres et vous pouvez en extraire des chevrons, par exemple. Des chevrons comme ça se vend à Abidjan pour construire des maisons et vous pouvez réutiliser ça dans votre exploitation. Je vous dirai peut-être un peu plus tard comment vous pouvez utiliser le chevron dans votre exploitation et permettre de réduire un peu les coûts en termes d'infrastructure. Donc la quatrième astuce, c'est d'éviter de partir sur une parcelle qui a déjà été précédemment utilisée, que ça soit il y a très longtemps ou pas, faut éviter. Vous partez d'une forêt et vous avez la chance, vous avez les meilleures chances de votre côté en termes de fertilité. La cinquième astuce, c'est que vous ayez décidé de partir sur 1, 2 ou 3 hectares, pensez toujours à prévoir un agrandissement. Donc à prévoir 1 ou 2 hectares, soit autour, donc collé à votre exploitation actuelle, soit un peu plus loin. Pas trop loin non plus pour faciliter les déplacements entre les deux exploitations pour une meilleure surveillance, pour mieux travailler également, pour faciliter le travail à vos manœuvres. C'est toujours de prévoir un supplément. Voilà, il y a des personnes par exemple qui sont parties sur une superficie donnée et qui ne se sont pas intéressées à l'agrandissement, donc il y avait d'autres personnes autour et lorsqu'ils ont demandé à agrandir, le prochain hectare, le prochain champ disponible était beaucoup trop loin pour qu'ils puissent conserver l'ancien. Ils ont été obligés de se déplacer carrément. Donc je suppose que vous aviez 2 hectares à un endroit, vous vouliez passer à 3, donc de 2 à 3, donc vous avez besoin d'un seul hectare supplémentaire. Soit vous restez à 2 hectares, soit vous déménagez carrément pour aller dans un endroit où il y a 3 hectares. C'est dommage. Donc même si vous avez choisi 4 hectares, vous pouvez prévoir 1, 2, 3 ou 4, ça dépend de vos objectifs, en plus dans la même zone. Moi, j'aime bien le fait de louer 3 hectares et de commencer par un seul et ensuite d'extrapoler jusqu'à 3 hectares. Après, je ne recommande pas trop les grandes exploitations parce que quand l'agriculture n'est pas motorisée, ça ne sert à rien d'avoir les yeux, d'avoir des grands yeux, de faire de grands projets et puis après vous avez des problèmes de main d'œuvre. Désherber 1 hectare, c'est pas une mince affaire. Détecter même une maladie sur 4, 5, 6, 7 hectares, c'est pas évident. Maintenant, il y a des structures qui font des systèmes de drones qui permettent de détecter des maladies et tout, mais ça a un coût, c'est pas évident. Voilà, donc vaut mieux partir sur 1 hectare bien fait que partir sur 250 hectares et avoir des problèmes de main-d'œuvre et de suivi. Donc, c'est de prévoir un surplus pour agrandir son exploitation au cas où ça marche très bien, ce que je vous souhaite d'ailleurs. La 6e astuce, c'est de vous arranger pour être dans une zone propice à l'élevage. Soit que des personnes autour fassent de l'élevage. Ce qu'il faut savoir, c'est que la culture va très bien avec l'élevage. Donc, vous pouvez avoir votre champ à un endroit. Si vous avez une ferme sur le côté, ce qui est considéré comme déchets de vos fermes par des dépôts directs, bien sûr il y a une manière de le faire pour ne pas brûler les racines de la plante, vous pouvez utiliser les déchets, ce qui est considéré comme déchets, par exemple la litière des poulets de chair, comme engrais dans votre exploitation, dans votre agriculture, dans votre champ. Donc si par exemple vous vous retrouvez dans une zone où il y a des éleveurs, c'est tout bénéfice pour vous. Vous pouvez utiliser, si c'est des poulets, si c'est des bœufs, si c'est du porc, voilà, vous pouvez utiliser les déchets. Alors le porc, je ne suis pas trop sûr, mais le poulet, le bœuf, la vache, on utilise même des déchets de cheval dans une zone où il y a des propriétaires qui ont suffisamment d'argent pour avoir des chevaux. Et on utilise ces déchets-là pour faire de l'engrais, pour pouvoir fertiliser nos champs. Donc ça peut être un bon avantage pour vous de vous retrouver dans ce genre de zone-là. Donc que ça soit pour vous-même, donc vous pouvez avoir l'idée de faire de l'agriculture et parallèlement d'avoir par exemple un champ. Si par exemple vous faites de la pisciculture, vous pouvez récupérer l'eau de cet étang-là pour arroser vos plantes. Voilà, il y a un système comme ça même en hydroponie qui s'appelle l'aquaponie où les déchets des animaux est utilisé pour fertiliser la pisciculture, pour fertiliser l'étang et puis l'eau de cet étang de poisson est utilisé pour arroser les plantes. Donc ça fait un cercle vertueux comme ça où ça s'appelle l'aquaponie, l'aquaculture. Vous pouvez voir ça donc dans tous les systèmes d'hydroponie.
Voilà, donc vous pouvez vous retrouver dans ces zones-là et utiliser les déchets des exploitations pour pouvoir enrichir votre exploitation, votre agriculture. Ça va faire baisser la facture au niveau des engrais. Après, moi, je vous conseille que ça soit vous-même. Ça peut éventuellement être un complément de revenu parce que l'agriculture et l'élevage s'accompagnent. Mais des fois où vous arrivez à mieux vendre les produits de votre agriculture et moins vendre les produits de l'élevage, vous pouvez utiliser ça pour faire des revenus palliatifs, des revenus complémentaires qui vont vous permettre de pouvoir vous maintenir le temps que tout puisse marcher en même temps. Comme on dit en Côte d'Ivoire, on ne sait pas où le caillou est mou, donc il faut tester un peu partout et voir comment ça peut prendre. Vous pouvez avoir le marché de poissons avant le marché de fruits et légumes et vice-versa. Donc, c'est un peu deux activités qui sont complémentaires et vous gagnerez à pouvoir vous jeter dans ces deux activités en même temps pour pouvoir réussir votre projet. La septième astuce, c'est d'essayer d'être dans des zones où vous allez pouvoir baisser la facture des infrastructures, des choses que vous devez construire avec du matériel facilement disponible dans la zone. Je vous donne un exemple pratique. Par exemple, à Azagué, c'est une zone où il y a pas mal de cours d'eau et dans ces cours d'eau-là se développe beaucoup de bambou. Vous demanderez, pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, Azagué, c'est vraiment une zone à bambou. Figurez-vous que la plupart des personnes que nous installons à Azagué, tous leurs abris, que ce soit les abris des plantations, parce que nous, à AgroLife, nous cultivons sous serre, donc les bambous sont utilisés pour confectionner, pour fabriquer des serres, donc des abris, des apatames, avec bien sûr de la bâche 200 microns en UV recommandé pour un bon rendement et pour bien protéger les plants et leur donner suffisamment de lumière pour se développer. Les abris sont faits en bambou. Il y a aussi souvent besoin de pouvoir faire des tables pour pouvoir sécher des produits. Vous pouvez réutiliser le bambou pour le faire. Ça vous évite dans la zone, un bambou revient à 150 francs CFA livré. Voilà, un seul bambou, 150 francs CFA livré. Ça vous évite par exemple aussi d'aller acheter des chevrons à 2500 francs CFA le chevron pour pouvoir faire vos installations. Donc si vous vous retrouvez dans des zones par exemple où il y a du bambou ou encore mieux, parce que le bambou c'est plus économique mais sa durée de vie est moindre. Encore mieux, c'est de vous confectionner vous-même des chevrons en abattant par exemple une forêt. Vous pouvez récupérer les gros billes de bois, payer des personnes qui vont extraire, donc enlever des chevrons dans ces billes de bois là que vous allez garder. Donc vous voyez, donc les arbres sont à vous puisque vous avez nettoyé la forêt, donc les arbres tombent, donc ils sont à vous. Bien sûr, vous allez payer la personne qui va nettoyer, mais après les billes de bois vous appartiennent. Vous pouvez encore payer cette même personne pour qu'elle découpe des billes de bois dedans. Ça vous revient pratiquement, c'est pas cher du tout, ça vous revient, c'est presque gratuit en fait, comparé au fait que vous serez allé en ville, acheter un seul chevron à 2500, 2600, plus le transport. Là, vous avez les chevrons qui sont déjà disponibles sur place, qui sont en grande quantité et qui auront la qualité et surtout la longueur que vous voulez, puisque quand vous achetez à Abidjan, par exemple, vous êtes limité à 4 mètres, 3 mètres, 4 mètres en fonction des vendeurs. Là, si vous-même vous faites vos propres chevrons, vous pouvez aller à 6, 7, 8 mètres, enfin, selon vos besoins. Voilà pourquoi c'est mieux pour vous de vous retrouver dans ces genres de zones où vous allez avoir des bois, des bambous, en veux-tu, en voilà, et vous allez pouvoir les réutiliser. Après, il y a des zones aussi où il y a des plantes telles que par exemple le Sékou Touré, ça c'est un petit détail qui vous permet de pouvoir confectionner, fabriquer des pesticides naturels pour une lutte biologique contre les insectes. Voilà, ça vous évitera d'utiliser des pesticides. Je ne vais pas citer de nom ici. Donc, l'idée, c'est de vous retrouver dans une zone où vous pourrez faire de la permaculture. La permaculture est une idéologie agricole qui consiste à utiliser son environnement pour produire de la nourriture saine de façon pérenne et permanente. Voilà, donc vous pourrez faire de la permaculture dans votre exploitation en réutilisant ce qu'il y a autour de vous, en réutilisant les déchets des poulets, en réutilisant le bambou pour fabriquer vos infrastructures, en réutilisant des billes de bois dans lesquelles vous allez enlever des chevrons. Vous allez vous rendre indépendant et vous allez gagner de l'argent. Vous allez faire des économies d'échelle pour pouvoir mieux entreprendre votre projet, pour pouvoir mieux rentabiliser votre projet dans le long terme. Voilà, donc ça c'était la septième astuce. Donc je vous avais dit 7 astuces, voilà, 7 astuces pour bien choisir son terrain en Côte d'Ivoire, en Afrique. Je vous avais promis également un bonus, donc 7 plus 1, donc un bonus. Si vous restiez jusqu'à la fin de la vidéo, le bonus c'est de vous assurer d'être dans une zone
où il y a d'autres personnes qui cultivent des produits, qui cultivent des plants de la même famille que la vôtre. Voilà, je vous donne un exemple pratique. Si par exemple vous vous retrouvez dans une zone où il y a d'autres personnes qui font de la banane plantain, ça va être bénéfique pour vous. Pourquoi? Parce que je sais, vous vous dites, ils font déjà de la banane plantain dans la zone, je vais éviter d'y être. Il faut voir la chose différemment. Lorsque vous faites tous de la banane plantain, ça vous permet de pouvoir vous mettre en coopérative, de pouvoir vous fédérer pour signer des contrats beaucoup plus importants. On aurait tendance à penser que c'est mieux que j'aille faire ma banane tout seul dans un coin sans personne autour. Mais si vous êtes tout seul, automatiquement vous êtes obligé de vendre votre banane. Bien que en gros, mais vous allez avoir des petits marchés et souvent qui sont des marchés locaux. Voilà. Ou alors si vous êtes chanceux ou si vous avez des contacts, vous pouvez attaquer les grands supermarchés. Le problème avec les supermarchés tels que Prosuma par exemple, c'est que eux ils sont sur une certaine quantité et ils sont sur une certaine régularité. Donc, même si vous avez la main longue et vous arrivez à signer avec Prosuma, vous allez commencer à leur fournir, mais arrivé à un moment, vous allez voir que vous allez être bloqué parce qu'il n'y aura pas de régularité. C'est une fois que votre banane a fini de produire, c'est fini. Vous êtes obligé d'attendre encore un autre cycle. Or, si vous êtes dans une zone où des personnes font également de la banane, vous pouvez vous fédérer, vous mettre ensemble, signer des plus gros contrats. Vous pouvez vous mettre en coopérative par exemple, signer des plus gros contrats et livrer des plus gros clients. Voilà, donc c'est un peu le principe de l'union fait la force. Mais après, ça tout dépend de vous. Mais moi, c'est une astuce que je recommande, que j'utilise, qui marche bien. Si vous êtes dans une zone, par exemple, où vous faites par exemple de la tomate, ou vous êtes dans une zone où vous faites par exemple du piment, vous pouvez vous mettre ensemble également et pouvoir démarcher peut-être l'international, peut-être démarcher des plus gros marchés, peut-être démarcher des plus grands hôtels qui pourront vous prendre de grosses quantités et vous pourrez signer un contrat qui dira telle période à telle période nous pouvons avoir du piment avec telle régularité. Pourquoi? Parce que aujourd'hui moi je vais essayer de produire, peut-être 2 mois, 3 mois, 4 mois après il y en a un autre qui va débuter sa production. Du coup on va faire ce qu'on appelle, on va produire toute l'année en fait sans interruption. Toujours en restant cette coopérative-là. Voilà, donc c'est ça l'idée. Plutôt que d'être dans son coin et de faire une culture, se rapprocher de coins où il y a déjà... Et déjà, quand des personnes font une même culture dans une zone, c'est déjà que la terre est favorable. Et en plus, vous pouvez vous passer des tips. C'est cette dynamique-là en fait qu'il faut mettre en place en vous rapprochant de personnes qui cultivent la même famille de produits que vous. Ça peut être du palmier à huile, ça peut être du poivre. Quand vous êtes à Abidjan, le poivre de 100 francs, c'est un tout petit sachet comme ça. Si vous êtes dans un endroit où vous cultivez énormément de poivre ensemble, vous vous mettez en coopérative, vous allez pouvoir signer des grands contrats internationaux qui vont vous permettre de pouvoir rentabiliser plus rapidement votre exploitation et gagner beaucoup plus d'argent. Donc ça, c'était mon astuce. Rapprochez-vous, donc c'est la 7+1. Rapprochez-vous des zones où il y a déjà des agriculteurs qui font des produits de la même famille que vous. Éloignez-vous des champs d'EVA. Voilà, je ne parle pas de ça. Je parle de si vous faites de la banane, vous êtes dans une zone comme Azagué, il y a beaucoup de bananeraies, c'est votre avantage. Pareil pour les palmiers, ça peut être des produits maraîchers, piments, tomates, oignons, gombo. Si vous êtes dans cet endroit-là, vous pouvez vous mettre en coopérative, vous mettre ensemble, peut-être même enregistrer une coopérative, pourquoi pas. Mais ça peut être informel, ça peut être on se met ensemble pour livrer tel client et vous allez pouvoir toucher beaucoup plus de marché. Alors si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre comment sélectionner un terrain et tu aimerais peut-être aller beaucoup plus loin, c'est pas compliqué, tu t'abonnes à cette chaîne, tu actives la cloche de notification. Tous les vendredis, je publie une vidéo avec un complément mercredi si vous me le demandez. Je fais régulièrement des lives également où j'invite des professionnels, des personnes qui ont déjà commencé à investir, qui sont rentrés au pays, qui veulent partager avec leur retour d'expérience. Je fais souvent des lives. Si tu veux être informé automatiquement de tout ce qui se passe sur la chaîne, tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification. Mets-moi des commentaires, dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que cette vidéo est riche? Si elle ne l'est pas, s'il y a des informations qui manquaient, si tu as ton expérience également que tu aimerais partager, mets-le-moi en commentaire et partagez énormément la vidéo parce que ça permet à YouTube de pouvoir bien noter la vidéo et de pouvoir la booster également pour que d'autres personnes la voient. Et nous, en tant que YouTubeurs, vu le temps que nous mettons à faire les vidéos, ça nous encourage de voir qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent notre contenu, qui like. Mettez-moi des pouces si vous avez aimé, partagez également autour de vous. Et puis, n'oublie pas de descendre en barre de description. J'ai le livre de bienvenue si tu ne l'as pas encore. 10 astuces pour bien investir, rentrer et vivre au pays. Je t'invite à le télécharger.
Cette vidéo a été sponsorisée par AgroLight Group, Agriculture urbaine biologique à Abidjan, et par Sarange Group, enregistré à Versailles et qui exerce dans l'immobilier et le foncier en Côte d'Ivoire. Merci, bonne soirée à toi et puis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.